Bonjour, donc première séance de remise à niveau. Alors, par expérience, donc la plupart des personnes effectivement qui vont regarder cette vidéo ont peut-être jugent que leur niveau en mathématiques est insuffisant. Donc je vais essayer effectivement dans la mesure du possible de reprendre ce qu'on appelle les éléments importants. Bien sûr, en essayant de quitter un peu le schéma classique pour trouver ce qu'on appelle un parallèle entre ce que vous devez savoir et effectivement ce qui est attendu. Alors je vais donc axer cette séance-là sur le calcul numérique. Alors le calcul numérique, bien entendu, c'est un mot un petit peu large. Il faut savoir que lorsque vous faites du calcul numérique, il y a trois niveaux de calcul. Autrement dit, on a trois façons, trois manières d'aborder ou d'approcher un calcul numérique. Nous avons d'abord ce qu'on appelle le calcul mental, c'est-à-dire faire certaines opérations mentalement, essayer de trouver des techniques pour calculer assez vite. Nous avons ce qu'on appelle un calcul écrit. Calcul écrit, c'est-à-dire vous posez l'opération. Vous posez l'opération, vous avez une addition à faire, vous avez une multiplication à faire, et donc vous posez votre opération. Et nous avons une troisième façon de faire, c'est le calcul donc instrumenté. Autrement dit, on va s'appuyer sur un outil de calcul, c'est-à-dire soit une calculatrice programmable, soit bien sûr un tableur, etc., pour effectuer des calculs. Alors, il faut savoir que de toute façon, lorsque vous développez, lorsque vous intéressez, lorsque vous faites du calcul par exemple mental, on ne peut pas faire, certains font du calcul mental de façon, on va dire, empirique, mais si vous regardez bien, votre démarche, elle fait toujours appel à une certaine compétence. Lorsque vous faites appel à un calcul, on va dire, calcul instrumenté, donc lorsque vous allez faire une calculatrice, il y a certaines propriétés, par exemple, certaines propriétés de l'addition, de la division, qui sont nécessaires pour pouvoir effectivement exploiter de façon, je dirais, efficace et surtout de façon sûre, et essayer de trouver ce qu'on appelle la valeur exacte. Bien sûr, vous allez vous appuyer sur des propriétés liées à l'addition, à la multiplication, à la division. Alors, bien sûr, vous savez très bien que lorsqu'on aborde les opérations, on va dire addition, on va dire multiplication, d'accord, notamment addition, multiplication, on va parler de propriétés. Quelles sont les propriétés de l'addition? Quelles sont les propriétés de la multiplication? Alors, certains s'imaginent qu'on apprend ces propriétés parce qu'on veut théoriser, parce qu'on veut compliquer. Absolument pas. En réalité, lorsque vous faites un calcul arithmétique, lorsque vous faites un calcul numérique, de façon inconsciente, vous appliquez des propriétés liées à l'addition ou liées à la multiplication. Un exemple de propriété très simple. Si par exemple, vous écrivez 2 plus 3, si vous écrivez la somme de deux termes, la somme de deux nombres, vous écrivez 2 plus 3, vous savez très bien que 2 plus 3 peut aussi s'écrire 3 plus 2. Et donc ça, c'est tout simplement une idée très importante de l'addition. Autrement dit, on dira ici que l'addition est une opération comment? Commutative. Autrement dit, on peut effectivement effectuer l'opération 2 plus 3 ou 3 plus 2, et bien sûr, cette opération, si on compte bien, ça va me générer la valeur 5 au résultat. Pareil pour la multiplication. Si je multiplie, je fais 2 fois 3, je peux faire bien sûr 3 fois 2. Et dans ce cas-là, je dirais que la multiplication est aussi une opération qui est comment? Commutative. Alors bien sûr, d'un point de vue théorique, on va quand même rappeler ces propriétés, parce qu'elles sont vraiment essentielles. Et petit à petit, on va essayer de développer. Je vais rester très basique, très basique pour que ça soit vraiment une séance d'initiation et essayer de retrouver certains résultats
qui peut-être pour vous sont automatiques, mais qui ne le sont pas forcément pour les élèves pour lesquels effectivement vous serez, que vous aurez en charge. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'idée, c'est que ces opérations-là, vous allez les effectuer devant des élèves de cycle 1, cycle 2, cycle 3, et donc il faut effectivement arriver, être capable de leur expliquer comment est bâtie une addition, comment est bâtie une multiplication, comment est bâtie une division, et pour ça, il faut bien sûr s'appuyer sur des résultats mathématiques. Donc l'aspect théorique ne doit absolument pas être occulté au profit de ce qu'on appelle les automatismes. Les automatismes, c'est de faire des choses de façon mécanique, sans se poser la question. Lorsque vous posez une multiplication comme ceci, lorsque vous posez cette multiplication-là, d'accord, comment je peux expliquer, comment organiser cette opération? Lorsque vous posez une division, c'est pareil. D'accord. Donc on va essayer au travers de cette séquence d'aborder certains points qui effectivement peuvent être importants, même d'un point de vue, je dirais, didactique. Parce que les mathématiques, c'est une épreuve. Vous avez l'aspect notionnel et vous avez bien sûr l'aspect didactique qui, lui, sera développé par donc, Daniel Motou. OK? Donc je ferai référence à certaines notions de temps en temps lorsque le sujet s'y prêtera. Par exemple, si on prend, bien sûr, si on fait un calcul mental, il est très important quand même d'appliquer, d'avoir en tête, de garder en tête certaines propriétés qui peuvent effectivement être une source de simplification du calcul mental. Bon là, peut-être que c'est assez rapide si j'écris ceci. Si je vous dis par exemple racine carrée de 63, et on me demande de simplifier racine carrée de 63, je peux bien sûr avoir à l'esprit, enfin un élève de collège, c'est que par exemple, si petit a est un nombre positif, la racine carrée de a au carré, c'est bien sûr a. Bien sûr, a est positif ou nul. Et donc, si bien sûr on veut simplifier cette expression, il faut avoir à l'esprit la théorie suivante. On sait que racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a que multiplie racine carrée de b. D'accord? Et donc, mentalement, quand j'ai bien sûr 63, j'essaie de trouver un produit, d'accord? Essayer de trouver un produit de facteurs dans lequel je vais essayer d'avoir un carré parfait. Autrement dit, je sais que 63, bien sûr, mentalement, il faut connaître ces tables de multiplication. 63, c'est tout simplement 9 fois 7. Et donc, vous avez forcément racine carrée de 9 fois 7. Et tout ça, bien sûr, vous le faites mentalement. Bien sûr, même si je l'écris au tableau, même si vous l'écrivez sur votre feuille, en réalité, c'est pour ça que quand on vous dit un calcul mental, quelque part, il y a quand même derrière un raisonnement, que vous le vouliez ou non. Il y a derrière un raisonnement. Il y a derrière une approche. Il y a derrière une démarche. Donc, racine carrée de 9 fois 7, vous appliquez la règle au-dessus. Ça fait donc racine carrée de 9 que multiplier racine carrée de 7. Et bien entendu, racine carrée de 9, puisque 9 est un carré parfait, racine carrée de 9 est tout simplement égal à 3. Et 3, racine de 7. Donc voilà, ce calcul mental, la transformation de 63, ne suffisait pas à effectivement effectuer cette opération. Prenons un autre exemple. Admettons que l'on me demande, on me demande de multiplier, mentalement. On me demande de faire le produit, de multiplier 25 par 12. Et donc de faire un calcul mental. Alors vous allez voir qu'en réalité, votre compétence, l'idée que la multiplication, je vais l'écrire après, c'est juste pour planter le décor, pour vous dire l'importance des propriétés liées à l'addition et à la multiplication. Lorsque vous avez 25 fois 12, on sait que la multiplication est une opération distributive sur l'addition. Autrement dit, je remarque quoi? Je sais de mémoire, je sais de tête, que 25 fois 4, ça fait 100.
bien sûr, pour effectuer du calcul mental, il y a des opérations qu'il faut connaître. Si je vous dis 13 fois 10, mentalement, il faut être capable d'écrire 130. D'accord? Bien. Donc, vous remarquez quoi? Vous dites, en réalité, 12, c'est quoi? Je peux effectuer cette opération-là. Dire que 12, c'est quoi? C'est tout simplement 4. D'accord? 4 que multiplie 3. 4 que multiplie 3. Alors tout à l'heure, j'ai parlé rapidement, j'ai parlé de la distributivité, de la multiplication sur l'addition, mais ce n'est pas dans cet exemple-là que je vais le voir. Là, regardez bien, il y a une propriété très importante de ce qu'on appelle l'associativité. Regardez bien. Là, c'est bien 4 fois 3, 12. Vous voyez les parenthèses qui sont comme ça. Comme la multiplication est une opération associative, bien sûr tout ça, vous le faites mentalement. Mais en le faisant mentalement, vous appliquez implicitement, vous appliquez bien sûr en amont des propriétés très importantes. Et donc vous dites que ça s'écrit comme ceci. Puisque la multiplication est une opération associative. Alors attention, contrairement à la multiplication sur l'addition, la multiplication, et ça c'est une erreur qui arrive souvent, la multiplication n'est pas une opération distributive sur la multiplication. Parce que si la multiplication avait été une opération distributive sur la multiplication, on aurait eu ici 25 fois 4 fois 3, et certains commettent l'erreur, ils écrivent 25 fois 4, et puis on ne sait pas combien, ils vont écrire plus, ou ils vont écrire multiplier 25 fois 3. Donc ça, c'est bien entendu, c'est absolument faux. La multiplication n'est pas distributive sur la multiplication. En revanche, la multiplication est une opération associative. Pourquoi l'associativité ici est importante? Parce que grâce à cette opération-là, vous allez pouvoir faire mentalement 25 fois 4, vous savez que ça fait 100. Et bien sûr, 100 fois 3, ça fait 300. Vous voyez, donc dans ce calcul mental, il y a quand même des étapes qu'on appelle des étapes raisonnées. Ces étapes raisonnées, vous les appliquez. Pourquoi? Parce que vous les avez apprises plus haut. Donc toutes les propriétés qu'on va développer après sont des propriétés essentielles. Elles nous permettent d'expliquer et de justifier toutes les opérations que l'on aura à effectuer, notamment lorsqu'on va aborder le calcul littéral, qui pose beaucoup de problèmes, mais qui en réalité est très simple. Voilà. Donc là, vous avez compris. J'aurais pu aussi dire, je sais que 25 fois 4, c'est 300. Je peux donc aussi dire, tiens, je vais écrire 12 comme ceci. Je vais dire que 12, c'est quoi? C'est multiplier. C'est 10 plus 2. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr la distributivité de la multiplication sur l'addition. Autrement dit, vous allez distribuer 25 aux deux termes de cette somme. Et on va obtenir quoi? On va obtenir tout simplement ça fois ça et ça fois ça. Bon, vous savez que 25 mentalement, donc là en réalité je n'ai plus besoin de ce calcul-là, mais je sais que lorsque je multiplie un nombre par 10 mentalement, quand je fais 25 fois 10, je sais que ça fait 250. Donc 25 fois 10, ça fait 250. Et bien sûr, 25 fois 2, là je détaille si vous préférez. Voilà, en réalité, ce qui se passe, c'est 25 fois 10 plus 25 fois 2. 25 fois 10 plus 25 fois 2. Et bien sûr, 250 plus 50. Et ça fait de nouveau combien? 300. Donc ça, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on peut aussi dire
on peut aussi dire, je sais que 25 fois 4, ça fait 100. Je sais que 12 est divisible par 4. Je sais que 12 est divisible par 4. Donc en réalité, je vais jouer la compensation. Je vais multiplier l'un et diviser l'autre. Ce qui va donner tout simplement l'opération suivante. Je vais donc faire quoi? Je vais donc vers 25 fois 4, qui fait 100, que multiplie 12 divisé par 4. Et je sais que 12 divisé par 4 est tout simplement égal à 3. 12 divisé par 4 est égal à 3. Et donc ça me fait tout simplement 100, que multiplie 3, qui est égal à 300. Donc voilà un exemple de calcul mental qui fait quand même appel à une démarche comment? Raisonnée. D'accord? Alors maintenant pour le calcul, donc le calcul écrit, bien sûr, ce ne sont pas des opérations que l'on fait de façon automatique. Bien sûr, on va disposer d'une feuille et d'un crayon, mais on va bien sûr mettre en place un raisonnement. Alors, prenons un exemple qui est peut-être un peu compliqué au stade où je suis, mais qui peut être très intéressant parce que ça permet une forme d'ouverture. Admettons qu'on est à calculer, vous voyez, donc on me demande comment calculer la racine carrée. On va dire par exemple de 1780. D'accord? Racine carrée de 1780. D'accord? Donc je dispose d'une feuille de calcul, d'un crayon et donc d'une feuille. Je vais donc essayer de trouver une façon rapide donc de poser cette opération. Donc vous savez que 1780, vous dites, je vais essayer d'encadrer 1780 à l'aide de deux carrés parfaits. Vous êtes d'accord que 1780 est bien compris entre 1600 parce que, bien sûr, vous voyez, je fais appel au calcul mental. Je sais que 16, c'est 4 fois 4. Et je sais que 100, c'est 10 fois 10. Donc, en réalité, 1600, c'est le carré de 40. Donc, ici, j'ai 1600, j'ai un carré parfait. Donc, 1600 est bien strictement plus petit que 1780. Je prends maintenant le carré, le carré juste supérieur à 1780. Et donc, ici, vous avez compris, là, c'est 40 au carré. Là, forcément, c'est tout simplement, j'arrondis, c'est 50 au carré. Et donc là, j'ai 2500. Et donc, la racine carrée de 1780. Bien sûr, vous voyez que ce n'est pas un calcul automatique. Là, je fais appel à une compétence qui dit quoi? Qui dit que lorsque des nombres positifs sont ordonnés, vous voyez, ils sont dans cet ordre-là, et bien lorsque vous calculez leur racine carrée, l'ordre est conservé. On conserve l'ordre. Vous savez, quand vous avez comment dirais-je, 9 est inférieur à 25, voyez, 9 est inférieur à 25, vous êtes sûr que racine carrée de 9 sera strictement plus petit que racine carrée de 25, et vous pouvez le vérifier, 3 est bien inférieur à 5. Donc ici, vous prenez la racine carrée de 1600, et ça fait 40, et là, vous prenez la racine carrée de 2500, et ça fait 50. Et bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, par la même procédure, affiner cet intervalle en cherchant le carré de 41, le carré. Mais vous savez que le nombre dont vous cherchez la racine carrée est un nombre strictement compris entre 40 et 50. Alors, pour finir, donc, si maintenant on veut faire du calcul, donc du calcul instrumenté, donc si on s'appuie sur une calculatrice par exemple. C'est pour ça que c'est très important, on ne peut pas
manipuler la calculatrice de manière automatique. Il faut que exactement en filigrane, on ait en tête les priorités, par exemple, les propriétés liées au calcul numérique. Prenons un exemple tout simple. Il vous est arrivé souvent, et je vous le dis, ça c'est par expérience, mes étudiants, à chaque fois, je leur fais la remarque suivante, et ça c'est valable même dans des classes vraiment, même après le bac. Donc on a tendance à faire cette erreur. Admettons que l'on me demande à la calculatrice d'effectuer l'opération suivante. Je fais très simple, on me demande de calculer 13 plus, je ne sais pas moi, plus 8, le tout divisé par 5. Alors normalement, il faut savoir que les calculatrices sont programmées d'une certaine façon. Elles sont programmées, bien sûr, de sorte que l'ordre de priorité de calcul est respecté. Donc les personnes qui vont taper sur la calculatrice, qui vont taper 13 plus 8 divisé, vous voyez, dans cet ordre-là, divisé par 5, là forcément, ces personnes commettent une erreur. Et ça, c'est une erreur qui revient souvent. Eh oui, parce qu'en réalité, que fait la calculatrice? Elle va bien sûr respecter l'ordre de priorité, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Elle va donc d'abord effectuer 8 divisé par 5. Elle va donc trouver une réponse. Elle va donc faire 8 divisé par 5. Et elle va rajouter 13. Et donc ce résultat-là ne correspond pas à cette opération-là. Alors, regardez bien ce qui est écrit. C'est 13 plus 8 qui est divisé par 5. 13 plus 8 qui est divisé par 5. Et donc, pour une bonne opération, c'est comme ça qu'il faut le taper à la calculatrice. Vous voyez donc pourquoi le calcul même instrumenté fait toujours néanmoins appel à des propriétés. On ne peut pas effectuer un calcul mental, on ne peut pas effectuer un calcul posé, un calcul écrit, on ne peut pas effectuer un calcul instrumenté sans, bien sûr, maîtriser les bases du calcul numérique. Alors ça, c'est quasiment important. Et donc, si je veux taper ça, il existe tableur, calculatrice, opération, parenthèse. Donc, je vais inverser, par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure, je vais inverser l'ordre de priorité de calcul. Et je vais donc faire quoi? Parenthèse. Je fais 13 plus 8. Donc là, j'ai dit à ma calculatrice de m'effectuer d'abord cette somme, faire 13 plus 8. Et ensuite, je divise par 5. Donc la bonne réponse, c'est bien cette écriture, et non pas cette écriture. Cette écriture correspond à ce calcul-là. 13 plus 8 cinquièmes. Tout le monde a compris que ça et ça sont des valeurs différentes. Donc voilà pour l'introduction qui a été peut-être un petit peu longue. Et maintenant, je vais énoncer les propriétés essentielles. Très bien, donc pour l'addition, il faut retenir donc les propriétés suivantes. Pour l'addition, il faut retenir les propriétés suivantes. Première étape, alors je vais prendre cette fois-ci, je suis obligé de généraliser. Donc je vais utiliser des lettres, petit à petit. Il faut s'habituer. Le calcul littéral, paradoxalement, c'est un calcul qui simplifie les choses. Ça nous évite d'appeler les entités 3,5, 4, 1 tiers, etc. On les appelle petit a, petit b, petit c. Donc on a petit a, petit b, petit c, des nombres quelconques. Donc là, c'est pour l'addition. Donc l'addition, première propriété de l'addition, l'addition est une opération commutative. Ça se traduit par A plus B est égal à B plus A. D'accord? Donc quand vous arrivez dans une classe, vous dites je vous donne deux craies puis 3 craies. C'est pareil que donner 3 craies puis 2 craies. Ça fait au total 5 bâtons de craie. Très bien. Donc A plus B égale B plus A. Ça, c'est la commutativité. Ensuite, nous avons l'associativité de l'addition. C'est-à-dire l'ordre dans lequel vous effectuez les opérations, l'ordre n'est pas important. Effectuer cette opération-là,
Autrement dit, calculez d'abord C plus D et ensuite A revient à calculer A plus C plus D. Et où tout simplement, je peux tout simplement écrire A plus B plus C. Donc écrire ça ou ça, c'est pareil. Donc ça, c'est l'associativité de l'addition. Maintenant, il faut savoir que l'addition admet ce qu'on appelle un élément neutre. L'élément neutre pour l'addition, c'est le 0. La valeur que vous rajoutez à un nombre qui ne change pas le nombre s'appelle l'élément neutre. Et donc, on va écrire que A plus 0 est tout simplement égal à 0 plus A, et c'est égal à A. Ça, c'est l'élément neutre de l'addition. Alors, attention, tout nombre réel en général, tout nombre, admet ce qu'on appelle un opposé. L'opposé de A, je l'appellerai moins A. L'opposé de 3, je l'appellerai moins 3. Ou tout simplement opposé de 3. Opposé de A. Et j'écrirai donc que A plus son opposé est toujours égal à l'élément neutre, c'est-à-dire à 0. Autrement dit, si vous faites A plus moins 3, ça fait 0. Donc ça, c'est les propriétés de l'addition. Maintenant, propriété de la multiplication. La multiplication possède les mêmes propriétés que l'addition. Sauf qu'il y a une petite variante pour l'élément neutre. Alors, pour la multiplication, les propriétés sont les suivantes. Alors, pour la multiplication, nous avons d'abord A fois B est tout simplement égal à B fois A. Donc ça, c'est la propriété de la commutativité. Donc la multiplication est une opération commutative. Ensuite, nous avons la multiplication est une opération, comme j'ai dit précédemment, associative. Faire A fois B fois C est égal à A fois B fois C est tout simplement égal à A, B, C. Ces trois écritures sont identiques. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas effectuer cette opération comme ça. Vous êtes obligé de faire ou ça, ou ça. Vous êtes obligé d'abord de faire soit A fois B et le résultat fois C, soit B fois C et le résultat fois A. D'accord. Bien sûr, après, vous avez un mix. C'est-à-dire que ça, je peux appliquer la formule au-dessus et écrire que ça s'écrit B fois C fois A. Hein, je n'ai pas besoin de le dire, puisque on a écrit plus haut que la multiplication était une opération comment? Commutative. Donc ça, c'est dit. Maintenant, nous avons pour la multiplication ce qu'on appelle l'élément neutre. Qu'est-ce qui, multiplié par un nombre, me donne le nombre lui-même? Ben, tout simplement, c'est 1 qui sera l'élément neutre pour la multiplication. Et donc, 1 fois A, qui est égal tout simplement à A. Donc on dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Alors, pour l'addition, on avait trouvé l'opposé d'un nombre. Pour la multiplication, il va exister ce qu'on appelle, l'inverse d'un nombre. Attention, tous les nombres admettent un inverse, sauf 0. Tous les nombres admettent un inverse, sauf 0. L'inverse de 0 n'existe pas. C'est-à-dire que l'inverse de 3 s'écrira 1 sur 3. L'inverse de A s'écrira 1 sur A, mais avec A différent de 0, puisque 1 sur 0 n'existe pas. D'accord? Et donc, je multiplie A par son inverse. C'est tout simplement égal à l'inverse de A que multiplie A. Et bien sûr, c'est égal à 1. Et 1, bien sûr, étant l'élément neutre pour la multiplication. Pour la multiplication, il existe un autre élément qui est très important, c'est le 0. On dit que le 0 est l'élément absorbant. C'est-à-dire lorsque vous multipliez n'importe quel nombre,
vous le multipliez par 0, vous obtenez toujours 0. Et donc là, dans la propriété, a fois 0 est tout simplement égal à 0 fois a est égal à 0. Donc voilà pour les propriétés de la multiplication. Alors pourquoi je ne parle que de la multiplication? Tout simplement parce que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc voilà, elles sont liées. Et l'opération, bien sûr, inverse de la soustraction, c'est l'addition, c'est la soustraction. Alors, bon, très rapidement, on voit très bien que la soustraction n'est pas, par exemple, une opération commutative. Hein. La soustraction, vous faites 3 moins 5, c'est pas pareil que 5 moins 3. Hein? Ok. Maintenant, on avait parlé tout à l'heure de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ça, c'est très très important lorsqu'on aura à développer des expressions. Alors, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, si j'ai A que multiplie B plus C, il faut savoir que c'est tout simplement égal à A fois B plus A fois C. Donc ça fait A fois B plus A fois C. Donc là, c'est la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On peut le voir au travers d'une figure très simple. Si je fais par exemple un petit rectangle comme ceci, un rectangle comme ceci, et que là, je prenne une largeur égale à petit a, et que je prenne un petit rectangle ici, donc cette longueur égale à petit b, et celle-ci égale à petit c, vous avez compris que j'ai deux façons de calculer l'aire de ce rectangle. Je peux faire l'aire du... Alors, là c'est le rectangle 1, et là c'est le rectangle 2. Tout le monde a compris que l'aire du grand rectangle, c'est l'aire de 1 plus l'aire de 2. L'aire de 1, c'est quoi? C'est A fois B. L'aire de 2, c'est quoi? C'est A fois C. Et vous voyez bien que A fois B plus A fois C, ça vous donne ça. Et si vous calculez l'aire totale, tout le monde a compris que si je calcule l'aire directement, j'ai bien petit a, largeur, que multiplie quoi? Que multiplie la longueur, c'est-à-dire B plus C. Donc vous avez compris que petit a fois B plus C est bien égal à AB plus AC. Donc ça c'est la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Très bien. Si par exemple maintenant je prends l'addition. Donc je prends l'addition et je veux calculer, donc addition, et je veux calculer par exemple, je ne sais pas moi, moins 5 plus 9. D'accord? Je veux effectuer cette opération. Je vais appliquer les propriétés précédentes. Donc tout ce qui est, comment dirais-je, je sais que un nombre petit a plus son opposé moins a me donne l'élément neutre 0. Donc ici je peux écrire ceci. Égal, moins 5. Je sais que 9 se décompose en quoi? En 4, en 5, plus 4. Je sais que moins 5 plus 5, c'est tout simplement l'élément neutre 0. Et donc 0 plus 4, ça fait tout simplement 4. Maintenant, si j'ai à calculer par exemple 5 plus moins 9. Donc 5 plus moins 9, c'est quoi? C'est bien sûr 5 plus moins 5 plus moins 4. 5 plus moins 5 plus moins 4. Mais cette opération-là, je ne l'ai pas montrée précédemment. Je vais d'abord faire un exemple intermédiaire. Je vais faire l'exemple intermédiaire pour être plus clair. Admettons que l'on ait moins 5 plus moins 9. Hein? On est moins 5 plus moins 9 à calculer. Donc je vais faire, je peux écrire moins 5
plus 5. Ensuite, plus, moins 9, plus 9. Vous êtes d'accord que, là je n'ai pas besoin de parenthèse, vous êtes d'accord que tout ça est égal à combien? À 0. Tout ça est égal à 0. Que je peux écrire ainsi. Donc j'écris ici, moins 5, plus 5, plus moins 9, plus 9, égale 0. Je sais que moins 5, 5 plus 9, je sais que ça fait combien? 14. Donc 5 plus 9, ça fait 14. Donc ça fait 14 plus moins 5 plus moins 9 égale 0. Je sais que l'opération, l'addition est une opération associative, je peux écrire comme ceci. Moins 5 plus moins 9. Autrement dit, 14 plus ce nombre-là égale 0. Ça veut tout simplement dire que ce nombre-là est l'opposé de celui-ci, puisque la réponse est égale à 0. Par conséquent, qu'est-ce que je peux écrire? On en déduit quoi? Que moins 5 plus moins 9 est tout simplement égal à moins 14. Donc moins 5 plus moins 9 est tout simplement égal à moins 14. Je peux maintenant effectuer cette opération de la même façon pour ce que je viens de dire. Alors, je vais donc effacer ici. Donc ça, c'est très important. On a vu que moins 5 plus moins 9, ça fait moins 5 plus moins 9, ça fait combien? Moins 14. OK. Alors maintenant, je reviens à l'opération que j'avais effectuée juste avant. Cette fois-ci, imaginez que j'ai 5 plus moins 9. Ben, vous avez compris, ça s'écrit 5 plus moins 5 plus moins 4. Pourquoi? Parce que moins 5 plus moins 4, j'ai vu tout à l'heure que ça fait la somme avec le signe commun. Ça fait combien? Moins 9. Et vous savez que plus 5 moins 5, ça fait tout simplement 0. Plus moins 4, résultat, ça fait moins 4. Donc, pour effectuer ces opérations, voilà ce qu'il faut, bien entendu, savoir. Pour résumer, lorsque vous faites une addition de nombres, positif, négatif, vous faites par exemple 10 plus 3. Vous regardez le signe commun aux deux, c'est plus. Et donc vous faites la somme des deux et ça fait 13. Lorsque vous faites moins 10 plus moins 3, vous faites la somme des deux nombres, ça fait tout simplement 13, et vous prenez le signe commun aux deux, ça fait moins 13. Lorsque vous faites 10 plus moins 3, vous faites une soustraction et vous prenez le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est-à-dire vous prenez le signe de plus 10, donc vous faites 10 moins 3, ça fait 7, et quel est le signe de 10? C'est plus, donc ça fait plus 7. Enfin, si vous avez moins 10 plus 3, vous faites toujours une soustraction, vous faites toujours 10 moins 3, ça fait 7, et vous prenez le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, ici donc à l'occurrence 10, et vous mettez un signe moins. Voilà pour le calcul, voilà pour les additions de nombres réels. Très bien, avant de passer à la multiplication, si on s'intéresse maintenant à la soustraction, alors si petit a et petit b donc désignent donc deux nombres relatifs, deux nombres réels quelconques, d'accord, on va montrer qu'il existe un réel petit d, d'accord, qui ajouté, un réel petit d, qui ajouté à petit b va me donner petit a. Alors supposons que ce réel petit d existe. On a donc petit d égale à b plus a. Puisqu'on me dit, il existe un réel petit d tel que, donc, qui ajouté à b, me donne petit a. Admettons que ce réel existe, donc ce réel d existe, nous avons donc d qui est ajouté à b, me donne a. D'accord? Donc on suppose qu'il existe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut écrire donc que d plus b
plus, je vais écrire en toutes lettres, opposé de B. Comme j'ai rajouté l'opposé de B, ça me fait donc petit a plus opposé de B. Donc petit a plus opposé de B. Petit b plus opposé de B, ça me fait donc 0 et ça me donne petit d égale à A plus opposé de B. Donc petit d égale à A plus opposé de B. Donc le seul nombre qui peut convenir, que faut-il rajouter à B pour avoir A? C'est A plus l'opposé de B, tout simplement ce qu'on va écrire petit d égale à A moins B. Et donc là, c'est la soustraction, c'est A moins B. Si vous avez par exemple 25 et vous avez moins 5, la question est celle-ci, quelle valeur faut-il ajouter à 5 pour retrouver 25? Quelle valeur faut-il ajouter à 5? Quelle valeur faut-il ajouter à 5 pour avoir 25? Quelle valeur faut-il ajouter à B pour avoir petit a? Ben, il faut ajouter la différence. C'est pour ça que je l'ai appelé petit d. Et ça me fait bien sûr 20. 20 plus 5, ça fait bien 25. Donc ça, c'est la soustraction de A par petit b. D'accord? Donc c'est la soustraction de A par petit b. Donc on écrira tout simplement, alors que petit a plus l'opposé de B se notera A plus l'opposé de B. Autrement dit, une soustraction, c'est comme ça qu'on l'apprend, une soustraction, c'est la somme de la quantité opposée. Lorsque vous soustrayez, vous faites 10 moins 3, en réalité vous faites 10 plus moins 3. D'accord? Donc la soustraction, c'est bien sûr, c'est l'addition de la quantité opposée. Alors maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à la multiplication. Et ce qui pose problème dans la multiplication, c'est peut-être ce qu'on appelle la règle des signes, lorsqu'on multiplie des nombres réels de façon générale. Donc on va essayer de multiplier un nombre positif par un nombre positif, me donnera bien sûr, donc si j'ai ici le signe de A, ici j'ai le signe de B, donc ici j'ai le signe de A et le signe de B, et donc là j'ai le signe du produit AB. Donc là je vois que si j'ai un signe plus, je vais prendre peut-être une craie de couleur, donc si là j'ai un signe plus, petit a est positif, petit b est positif, le produit sera positif. Si petit a est positif, petit b est négatif, le produit sera négatif. Si petit a est négatif, petit b positif, le produit sera positif. Si petit a est négatif et petit b est négatif, le produit est positif. En réalité, multiplier une quantité positive par une quantité positive, rien de plus normal d'obtenir une quantité positive. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est essayer de montrer pourquoi plus par moins me donne moins, pourquoi moins par moins me donne plus. Mais de façon mnémotechnique, lorsque vous multipliez deux quantités de même signe, vous obtenez un nombre positif. Lorsque vous multipliez des quantités de signes opposés, vous obtenez un nombre négatif. Donc on va essayer dans une première étape de montrer pourquoi plus par moins ou bien moins par... Parce que si je démontre que plus par moins, ça fait moins, mais comme je sais que la multiplication est une opération qui est commutative, je vais forcément déduire que moins par plus, ça fait moins. Ou alors si je démontre que moins par plus, ça fait moins, je vais déduire que plus par moins, ça fait moins.
Très bien, donc maintenant on va aborder, expliquer pourquoi moins par moins, donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, pourquoi ça fait plus. Pourquoi moins que multiplie moins, ça fait bien sûr un signe plus. On va partir de cette expression. Nous avons A fois B plus C. Donc nous avons A fois B plus C qui est tout simplement égal à AB plus BC, AB plus AC, en appliquant bien sûr la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc ce qu'on va poser, c'est, on va dire que petit c, on va supposer que petit c est l'opposé de b, l'opposé de petit b. C'est-à-dire que petit c est tout simplement égal à moins b. Donc si petit c est égal à moins b, on est d'accord que b plus c, puisque b et c sont opposés, leur somme, d'après la propriété qu'on a vue précédemment, la somme d'un nombre et de son opposé est forcément égale à 0. Vous avez compris pourquoi? Parce que je remplace c par sa valeur. Si je fais b plus l'opposé de b, ça me donne forcément 0. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon égalité 1. Cette égalité 1 s'écrit comment? A que multiplie cette quantité-là qui est égale à quoi? À 0. Est tout simplement égal à AB plus, alors attention, est égal à AB plus AC. Mais je sais que C est tout simplement égal à moins B. Donc, que multiplie moins B? Donc, je répète, AB plus AC, mais C, c'est moins B. A fois 0, 0 est l'élément absorbant. A fois 0, ça fait 0. Ça me donne donc une nouvelle expression. J'ai donc AB plus A fois moins B est tout simplement égal à 0. J'ai une égalité, je vais ajouter de chaque côté la même quantité que j'appellerai moins AB. Donc je vais faire ici AB plus moins AB plus A fois moins B égale 0 moins AB. Plus AB plus moins AB, ce sont deux quantités opposées. Ça me laisse ici combien? 0. Et j'obtiens donc petit a fois moins b, donc petit a fois moins b, est tout simplement égal à moins AB. Donc petit a fois moins b est tout simplement égal à moins AB. Vous voyez, le signe ici, c'est sous-entendu plus. Ici, vous avez un signe moins. Et donc, plus par moins, ça vous donne bien le signe moins. Maintenant, on va voir pour finir pourquoi. Bien sûr, ici, vous avez compris, j'ai fait A fois moins B, mais on sait que la multiplication est une opération comment? Commutative. Et donc là, je peux déduire forcément que moins B que multiplie A est forcément égal à moins B fois A. Autrement dit, toujours moins par plus, ça fait moins. Plus par moins, ça fait moins. Et maintenant, dans l'étape suivante, on va montrer que moins par moins est tout simplement égal à plus. Alors, j'aurais besoin donc, je vais donc effacer cette partie-là. Donc ça, c'est mon égalité 2. Donc j'aurais besoin, et donc ça, c'est mon résultat que j'ai établi précédemment. D'accord? Alors, je vais donc effacer cette partie-là. Alors, regardez bien. Ici, donc je pars de l'égalité 2, c'est-à-dire j'ai établi précédemment que AB, n'est-ce pas, AB plus A fois moins B égale 0. Je vais maintenant poser, je vais dire que D, ou plutôt que A, est l'opposé de D. A est l'opposé de D. C'est-à-dire je vais remplacer A égale moins D. Ça me donne donc A par moins D, ça me donne moins D, que multiplie B, égale, plus
moins D. Oui, moins D. Que multiplie moins B. Et ça, c'est égal à 0. J'ai vu ici que moins B fois A, ça fait moins BA. Donc, moins D fois B, ça fait moins D fois B. Plus moins D que multiplie moins B. Et tout ceci est tout simplement égal à 0. Alors, j'efface. Donc ça, je n'ai plus besoin. J'efface. Et ici, je vais ajouter aux deux membres de mon égalité, je vais ajouter la quantité dB. Je vais donc faire moins dB plus dB plus moins D fois moins B égale à 0 plus dB. Hein? J'ai rajouté dB de chaque côté. D'accord? J'ai rajouté dB de chaque côté. Bien sûr, vous avez compris, moins dB plus dB, cette quantité s'annule, ça vous me fait 0. Il me reste quoi? Moins D. Moins D. Que multiplie moins B est tout simplement égal à D fois B. Et vous retrouvez quoi? Moins par moins, ça vous donne bien un résultat égal à plus. Donc moins par moins, ça fait plus. Donc pour résumer, si vous multipliez moins 3, si vous multipliez 3 par 5, ça fera 15. Si vous multipliez moins 3 par 5, ça fait moins 15. Si vous multipliez plus 3 par moins 5, ça fait moins 15. Et enfin, si vous multipliez moins 3 par moins 5, moins 3 par moins 5, ça fait tout simplement plus 15. Donc je répète, moins par moins, ça fait plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins, et enfin, moins par plus, ça fait plus. Alors, pour finir, parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, donc je reviendrai, donc je préparais une seconde vidéo pour cette fois-ci aborder la partie calculatoire, voire le faire au travers de tutos qu'on fera ensemble. Mais pour les puissances, alors, on peut prendre, regardez bien, on peut prendre des exemples suivants. Parce qu'il y a un petit peu de confusion. Alors, regardez bien. Je vais prendre, par exemple, vous voyez, j'ai... je vais dire ici 10 que multiplie 10, vous écrirez 10 au carré. Donc 10, on dit que 10, on dit 10 exposant 2 ou tout simplement 10 à la puissance 2. Si vous écrivez 10 fois 10 et fois 10, et si là vous avez n facteurs de 10, vous aurez tout simplement 10 exposant n. Alors, maintenant, qu'en est-il lorsque je calcule donc les puissances, donc 2, 3, 4, etc. Alors maintenant, lorsqu'on multiplie, donc là je peux généraliser, donc si vous avez petit a fois petit a fois petit a, et là vous avez n facteurs, n'est-ce pas? N facteurs, vous avez donc forcément a exposant n. Alors, donc là, j'ai a priori des puissances, bien sûr, positives de n. Si maintenant, je multiplie a exposant n par a exposant m, c'est-à-dire, si je multiplie 10 exposant 3 par 10 exposant 2, vous avez compris que là, j'ai 3 facteurs de 10, là, j'ai 2 facteurs de 10, ce qui me fait un total de 5 facteurs de 10. Donc, a exposant n,
que multiplie A exposant M, c'est tout simplement A exposant N plus M. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'introduire les exposants négatifs. Mais avant, il y a un exposant qui est très important, c'est celui-là. Regardez bien. Admettons que je démarre ici, je démarre à 1000. Donc 1000, c'est 10 exposant 3. 100, c'est 10 exposant 2. 10, c'est 10 exposant 1. Vous avez compris que 10 exposant 1 et 10, c'est la même écriture. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de là à là en divisant par 10. Je suis passé de là à là en divisant par 10. Et que se passe-t-il pour l'exposant? Là, j'ai exposant 3. Là, j'ai exposant 3 moins 1. Vous voyez? 3 moins 1, ça fait 2. Ici, je suis passé de 2 à 1 en faisant quoi? Exposant 2 moins 1. Par conséquent, si je continue à diviser par 10, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 10 divisé par 10, ça me fait tout simplement 1. Vous voyez, 1000 divisé par 10, ça fait 100. 100 divisé par 10, ça fait 10. 10 divisé par 10, ça fait 1. Et donc, ici, selon le même principe, 3, 2, 1 est forcément 0. Autrement, 10 exposant 0, c'est 1. Je continue. Je divise encore par 10. Eh oui, je divise encore par 10. En divisant par 10, ça me fait tout simplement 1 dixième. Ça me fait 1 sur 10. Ça me fait 1 sur 10. Et là, bien sûr, j'ajoute moins 1, puisque je fais toujours l'exposant précédent, moins 1. Et donc, j'écrirai quoi? 10 exposant moins 1. Je divise encore par 10, ça me fait 1 sur 100. Et donc, ça fait 10 exposant moins 2. Et bien sûr, ici, le 10, c'est 1 sur 10 exposant 1. Le 100, c'est 1 sur 10 au carré. Autrement dit, l'inverse de 10 au carré, c'est 10 exposant moins 2. Alors, on va essayer de reprendre tout ça, mais dans le cas général. Regardez, dans le cas général. J'ai A exposant N. Je sais que lorsque N est plus grand ou égal à 2, A exposant N est égal à A fois A, etc. fois A. Ici, nous avons N facteurs. Lorsque petit n égale 1, A exposant 1 s'écrit tout simplement A. Lorsque petit n égale 0, A exposant 0 est toujours égal à 1, bien sûr, en veillant à ce que A soit non nul. Donc là, A exposant 0, c'est 1. Et donc, on a montré que A exposant n, que multiplie A exposant m, est tout simplement égal à A exposant n plus m. D'accord? A exposant n plus m. Regardez, j'efface ici et je vais reprendre ce calcul. Si j'écris A exposant n plus moins n, ça fait bien A exposant 0, puisque n plus l'opposé de n, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait 0. Et donc, en appliquant cette règle-là, vous voyez, cette règle-là, je l'applique ici, ça me fait quoi? A exposant n que multiplie A exposant moins n est tout simplement égal à A exposant 0 est tout simplement égal à 1. Et vous avez compris, on en déduit quoi? Que A exposant moins n
c'est tout simplement l'inverse de A exposant n. C'est pour ça, lorsqu'on vous demande un résultat à 10 moins 2 près, par exemple, un résultat à 10 moins 2 près, en réalité, ça veut dire au centième près. Ça veut dire au centième près. À 10 moins 1 près, ça veut dire au dixième près. D'accord? Au dixième près, etc. Ok. Donc maintenant, nous avons A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant n. Alors on va donc finir maintenant si on a un rapport. Si vous avez un rapport comme ceci, A exposant n sur A exposant m, ben vous écrivez A exposant n que multiplie 1 sur A exposant m. Ça et ça, c'est la même écriture. Et vous avez donc A exposant n que multiplie A exposant moins m, ce qui vous donne A exposant n moins m, exposant du haut moins celui du bas. Bien entendu, si vous avez à simplifier une écriture comme celle-ci, 2 exposant 7 sur 2 exposant 4, vous écrirez 2 exposant 7 moins 4, 2 exposant 3. Mais bien entendu, je peux aussi avoir cette écriture-là. Cette écriture-là. Donc j'efface. Donc ici, je peux l'écrire comme ceci. Donc A exposant n moins m. Si j'ai à simplifier une écriture comme celle-ci, 2 exposant 2 sur 2 exposant 7, je peux appliquer ma règle et dire ça fait 2 exposant 2 moins 7, c'est-à-dire moins 5. Mais 2 exposant moins 5, je peux aussi écrire 1 sur 2 exposant plus 5. Autrement dit, au lieu de faire 2 moins 7, j'aurais pu garder ici le 7 et prendre l'inverse de 2 exposant 2, ce qui m'aurait fait 2 exposant moins 2, donc 7 moins 2, et ça me fait 5. Donc de façon générale, selon le petit n et le petit m, si vous voulez avoir des exposants positifs, vous pouvez écrire indifféremment ces deux formules, elles sont toutes les deux valables. A exposant n sur A exposant m est tout simplement égal à A exposant n moins m, ou alors écrire A exposant n sur A exposant m égale à 1 sur A exposant m moins n. Pareil. Et si vous prenez l'inverse de cette expression, il suffit de prendre l'opposé de cet exposant. Et si vous prenez l'opposé, ça vous fait bien moins m plus n. Et vous retrouvez bien l'expression au-dessus. Alors pour finir, on va peut-être finir avec les radicaux. Très rapidement. Ah oui, mais oui, je tenais quand même à rajouter ceci. Si vous avez bien sûr un produit à la exposant n, vous voyez, c'est quoi A fois B exposant n? C'est A fois B, c'est A fois B, que multiplie A fois B, que multiplie A fois B, c'est-à-dire tout simplement A fois B fois A fois B, ça fait A fois A fois A fois A, que multiplie B fois B fois B, ça fait donc A exposant n, que multiplie B exposant n. Ensuite, si vous avez une fraction du type A sur B exposant n, eh ben c'est tout simplement A exposant n sur B exposant n. Alors pour finir maintenant, pour les radicaux, les propriétés importantes sont celles-ci. Donc pour les racines carrées, il faut bien sûr que petit a et petit b soient positifs. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir d'abord que si a est positif, la racine carrée de a, le tout au carré, c'est petit a. Si racine carrée de a au carré, c'est petit a. Et bien sûr ici, dans les deux cas, a doit être plus grand ou égal à 0. Première règle, racine carrée de a fois b est tout simplement égal à racine carrée de a que multiplie racine carrée de b. Ensuite, racine carrée de a sur b est tout simplement égal à racine carrée de a plus racine carrée de a sur racine carrée de b. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Enfin,
ce qu'il faut absolument éviter, c'est cette erreur-là. Lorsque vous calculez racine carrée de a plus b, c'est totalement différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors attention, racine carrée de a plus b n'est pas égal à racine carrée de a plus racine carrée de b. Pour s'en rendre compte, si vous prenez par exemple un triangle rectangle comme ceci, rectangle ici, et là vous avez racine carrée de a, et là vous avez racine carrée de b. Donc ceci est l'hypoténuse, c'est forcément, donc cette longueur-là, c'est quoi? C'est le carré de b, plus le carré ici, d'accord? Hein, c'est la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ça fait ici b plus a, donc ça vous donne ici b plus a, mais je cherche cette valeur-là. Et bien cette valeur-là est tout simplement égale à racine carrée de a plus b. Autrement dit, si vous avez ici un triangle rectangle, là c'est racine de a, là c'est racine de b, là c'est obligatoirement racine carrée de a plus b. Et ça, bien sûr, vous avez compris, ça n'est pas égal à ça. D'accord? Puisque l'hypoténuse n'est pas égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Hein? Donc, très important, racine carrée de a plus b est différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. Et il faut, bien sûr, ici, vous avez compris, comme ce côté-là, c'est l'hypoténuse, vous savez que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est la plus grande mesure. Par conséquent, vous êtes sûr que racine carrée de a plus b est toujours comment? Racine carrée de a plus b. Alors, racine carrée lorsque vous avez un triangle, n'est-ce pas? D'accord? Vous avez un triangle, vous avez 3 points. C'est ce qu'on appelle, ça, on verra ça plus tard, on appelle ça l'inégalité triangulaire. Vous êtes d'accord que ce côté-là, pour aller de ce point-là à ce point-là, le plus court chemin, c'est celui-ci. Le plus court chemin, c'est racine carrée de a plus b. Si vous faites ça plus ça, c'est beaucoup plus long que si vous faites ça de là à là. Je répète, si ça j'appelle a, b, c, tout le monde voit que AC est inférieur à AB plus BC. Pour que AC soit égal à AB plus BC, il faut que le point A soit situé entre B et C. Autrement dit, il faut que les points B, A et C soient alignés. Par conséquent, comme AC est plus petit que AB plus BC, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, on aura forcément racine carrée de A plus B est toujours strictement, jamais égal, c'est toujours strictement plus petit que racine carrée de A plus racine carrée de B. Voilà, donc ceci s'achève, je ne sais pas, j'ai commencé la séance à 14h30, donc ça a duré assez longtemps, donc j'ai dû couper, revenir, etc. Bon, voilà, j'espère que cette séance d'introduction aura été utile. Bien sûr, on va essayer de l'affiner. Ça a été un petit peu chaotique par-ci, par-là, mais bon, tout ça a été fait de façon improvisée, et c'est surtout pour vous faire avancer et petit à petit essayer de trouver vos marques. Hein? Donc, on va, dans les séances suivantes, travailler soit directement, soit par le biais de donc ces vidéos. Ok? Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette séquence, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des remarques particulières. Voilà, à bientôt.